Révèle ta voix, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Bonjour, nous sommes les élèves de seconde générale et technologique 3. Nous avons pris l'option santé et sociale et nous sommes scolarisés au lycée Auguste Béal à Lens. À travers ce podcast, nous allons aborder les valeurs des métiers de la santé et du social. Ce podcast sera en 3 parties. Pour la première partie, nous allons vous présenter les recherches sur les métiers de la santé et du social. La deuxième partie, nous enchaînerons sur l'interview de Flavie, qui est une auxiliaire de vie. Pour finir, nous allons vous présenter les micro-trottoirs de nos lycéens. Dans un premier temps, nous allons vous présenter nos recherches sur le métier de la santé et du social. Il existe différents métiers pour aider ces personnes comme assistant social, éducateur ou encore avocat, et plein d'autres. Pour ces métiers, il faut des valeurs comme aider, protéger et défendre, mais aussi des compétences comme être à l'écoute, l'empathie et le travail en équipe, et plein d'autres. N'oublions pas qu'il existe des métiers peu connus comme agent d'accueil. Ce métier sert à accueillir les visiteurs, donner des informations, mais encore orienter les personnes vers le bon service. Ces métiers ne sont pas si simples. Ils sont pleins d'enjeux comme l'identité et l'intégration, la cohésion sociale, la représentation culturelle, ainsi que leurs défis. Défis politiques, défis économiques, défis culturels. Par la suite, nous avons réalisé une interview d'une auxiliaire de vie. Alors, je suis Flavienne Biren, donc moi j'ai 57 ans. Alors moi, ma carrière, elle a commencé donc par un bac général à l'époque, et ensuite je me suis dirigée vers l'animation. J'ai passé des diplômes dans l'animation, donc je suis restée vraiment dans l'humain. Suite à ça, comme je faisais du handball à haut niveau, j'ai validé un brevet d'État qui m'a permis après d'être éducateur sportif. Ensuite, j'ai eu mes enfants, je suis devenue assistante maternelle, voyez, donc je suis vraiment restée encore une fois dans l'accompagnement, dans l'humain, et je termine par les personnes âgées, ce qui paraît cohérent finalement, je commence par le début, j'emmène les enfants vers la vie, et je termine avec des personnes âgées où là je les accompagne vers un autre chemin que vous connaissez bien. Voilà. Et alors moi je suis auxiliaire de vie maintenant. Donc je suis auxiliaire de vie, je suis en pleine formation, vous voyez, comme vous, moi aussi je suis en formation parce que j'avais pas du tout de diplôme dans ce métier-là. Il en existe, il y en a. Et croyez-moi, il faut les passer, il faut se former. Ça vous permet après d'avoir un certain confort dans votre profession. Et vraiment, c'est hyper important. Je suis auxiliaire de vie depuis 2018. Donc, vous voyez, depuis peu, finalement aussi. Et c'est un métier, vous voyez, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais commencé par celui-ci. Parce que j'ai développé énormément de valeurs humaines que je savais pas forcément que j'avais. Mais en fin de compte, je les ai développées. Et franchement, c'est un beau métier. En quoi votre métier consiste-t-il ? En quoi mon métier consiste-t-il ? Très bien. Alors, écoutez, mon métier, c'est un métier d'aide, de soutien à la personne. D'accord ? À la personne. Alors, moi, je peux exercer à domicile ou en structure. La structure, c'est l'EHPAD. En quoi consiste le métier d'aide à la personne, de soutien ? D'après vous, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que je peux bien faire ? Comment je peux aider quelqu'un ? Se laver. Exactement, se laver. Je l'aide à se laver au quotidien. À faire les tâches quotidiennes. À faire les tâches du quotidien, c'est exactement ça. À l'accompagner pour améliorer son quotidien, d'accord ? Mais alors, comme je vous ai dit, je l'aide. Je ne fais surtout pas sa place. Je l'accompagne parce que mon but, c'est le maintien à domicile et de préserver son autonomie. Parce que malgré tout, même si on intervient, il y a encore un petit peu d'autonomie et il faut tout faire pour que cette personne, alors la personne âgée, j'ai différents publics, j'ai des personnes en situation de handicap et j'ai des personnes avec des maladies psychiatriques mais légères, qui leur permet de rester encore à domicile et pas en établissement spécialisé, et avec des maladies aussi, des pathologies assez graves comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, vous voyez, des maladies qui sont assez lourdes quand même. Écoutez, déjà ça, je vous assure que le quotidien est bien rempli. Quelles études avez-vous fait pour être auxiliaire de vie ? Alors, au départ, j'ai vraiment pas fait d'études pour être auxiliaire de vie, vous voyez. Moi, c'était un métier, ça m'est tombé dessus par hasard et qui est devenu un métier passion. C'était pas mon objectif de devenir auxiliaire de vie, vraiment. C'en était d'autres. Je voulais vraiment rester dans l'animation et le sport parce qu'au départ, c'est là, dans cette rubrique que je suis. Et en fin de compte, mes enfants ont grandi, sont partis de la maison. Et je me suis retrouvée, je les ai élevés un petit bout de temps quand même, et je me suis retrouvée, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je sorte que chez moi, que j'aille bosser.
Mais ma véritable passion, c'était de me rendre utile. C'est un métier où on a un sentiment d'utilité qui est hyper développé quand même, vraiment. Et ça, faut vraiment que vous le compreniez. Vous n'êtes pas là dans le sens utile, au sens péjoratif du terme, mais dans le sens utile où vous êtes là pour améliorer le quotidien des gens. Et vous êtes une aide précieuse, vous êtes leur référent, et vous êtes leur rayon de soleil. Et les études que j'ai faites, moi, correspondent pas vraiment au métier de l'auxiliaire de vie, mais il en existe maintenant, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous faites. Et donc c'est un bac, comme vous disiez, ST2S, c'est ça, ST2S. Et il est primordial que vous l'ayez, parce que ça va vous ouvrir des portes pour vous former aussi à d'autres professions et pas qu'à celle-ci, vraiment. Et c'est important, vraiment c'est important que vous puissiez vous former. Moi je me forme maintenant à 57 ans, vous vous rendez compte? Et je vous assure que ça m'aide et que ça me met dans une situation vraiment confortable quand je suis face aux personnes âgées ou autres publics. Mais donc voilà, moi je travaille essentiellement le matin, je fais des toilettes, je prépare des petits déjeuners, petite vaisselle, petit ménage, enfin je veux dire c'est vraiment les tâches du quotidien, d'accord? Donc j'accompagne à la toilette quand c'est une dame qui a encore sa mobilité, ou un homme, hein, je peux aussi faire des hommes qui ont encore leur mobilité. Sinon la dame ou le monsieur est alité, et là dans ce cas-là c'est une toilette au lit qui se fait aussi. Ensuite, je peux intervenir le midi pour faire des repas, d'accord, pour accompagner la personne à faire des courses aussi, également. C'est vraiment toutes les tâches du quotidien que vous connaissez chez vous, en fait, hein. Vraiment, c'est ça. Je peux accompagner l'après-midi pour une sortie, pour aller au musée, pour faire des jeux de société. On fait des jeux aussi. Quand on accompagne l'après-midi, on fait des jeux. Et le soir, c'est souvent une petite toilette, c'est souvent un repas. C'est souvent habillé aussi, mettre la chemise de nuit, le pyjama, et bien souvent, on peut aussi les mettre au lit ou pas, ou des fois ils sont encore autonomes pour aller se coucher tout seul. Voilà, tout dépend du degré d'autonomie de la personne qui va être en face de vous. Voilà, en fin de compte. Mais je peux aussi demander à faire que des matins ou des soirs. Vous voyez, moi je m'organise vraiment. Moi je travaille surtout le matin de bonne heure et après le soir, et j'ai l'après-midi de libre parce que c'est mon choix. Si vous avez envie de travailler et de faire 10 heures par jour, c'est votre choix aussi, vous avez tout à fait le droit, vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est là où on est vraiment, et puis il faut être flexible, vous voyez, on va vous appeler, on va vous dire, voilà Flavienne, j'ai un poste à tel endroit pour Madame Machin, on vous donne, pour Madame Machin, excusez-moi, pour Madame Untel, on vous dit, voilà, elle a cette pathologie, mobilité réduite, est-ce que tu te sens de le faire? Voilà, vous voyez, on reste dans l'humain, c'est un métier où vous êtes dans l'humain, et on respecte l'employé et l'employeur. Parce que moi, les personnes chez qui je vais, que j'accompagne, sont mes employeurs, en fin de compte. Combien de temps par jour vous travaillez Alors, du coup, moi, j'organise vraiment ma journée, mais je peux travailler 5 heures, 6 heures. Si j'ai envie de travailler 2 heures, je travaille 2 heures. Tout dépend, vous, quels sont vos objectifs. Moi, j'ai 57 ans, je vais pas me mettre à travailler 12 heures par jour. Vous savez, moi, ma vie, elle est faite maintenant. Ma carrière est faite. Et moi, je travaille vraiment parce que c'est un métier passion, vraiment. Et moi, j'ai vraiment envie d'être là pour les gens, vraiment. Et je me rends compte que ça me fait du bien à moi, mais ça leur fait du bien à eux aussi, mais ça me fait du bien aussi à moi. Et c'est ça qui est important. Il faut vraiment que vous compreniez que pour faire ce métier-là, il faut que vous puissiez vous épanouir dans ce métier. Si vous y allez déjà habillé tout en noir, parce que ça, c'est hyper important, vous mettez des couleurs que vous allez voir des personnes qui sont sur la fin de leur vie. Ne venez pas en noir, vraiment, c'est important. Et puis, si vous venez la tête comme ça, vous voyez, il faut vraiment avoir une posture ouverte, avoir un langage, une communication très ouverte. Il faut que vous soyez, j'ai envie de vous dire, solaire. Ça, c'est important aussi quand vous faites ce métier-là. Voilà, parce que vous êtes quand même face à un public qui sont jeunes depuis longtemps, depuis très longtemps. Moi, j'ai dû entre 95 et 99 ans. Voyez, bon, ça c'est sur des personnes qui sont âgées, qui peuvent encore rester à domicile, mais j'ai des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont des pathologies et qui sont aussi à domicile. Et là, par contre, c'est aussi une formation qui est hyper importante, surtout en ce qui concerne les troubles cognitifs. Tout ça pour dire que je peux travailler 2 heures par jour, 5 heures, 10 heures, des fois 12 heures, c'est vraiment parce que je suis dans une association, attention, Après en structure, je pense qu'il y a des roulements, on travaille pas 12 heures par jour, je pense pas, mais vraiment. Et après, la question du salaire va venir, j'imagine. Oui. Alors, mon salaire, il est très variable.
Voilà, vous voyez, il est très très variable parce qu'il y a des mois où, parce qu'on travaille les week-ends aussi, les jours fériés. Il y a des mois où il y a des jours fériés, où on est payé un petit peu plus que la normale. Il y a des mois où on fait 3 week-ends et pas 2. Donc forcément, ces mois-là, je vais gagner bien plus que... Bon, on démarre au SMIC, d'accord? Donc vous le connaissez, hein, voilà, d'accord? Et après, vous pouvez évoluer, vous pouvez demander une augmentation de salaire en fonction de votre ancienneté, en fonction des compétences que vous avez réussi à acquérir, en fonction des formations que vous avez faites, en fonction de votre niveau d'études. Si vous êtes certifié aide-soignante, auxiliaire de vie, vous avez le droit de gagner un petit peu plus, vous pouvez l'exiger en tout cas, hein, puisque vous êtes diplômé, qu'une simple assistante de vie qui, elle, n'a pas forcément de diplôme au départ. Mais elle fera le même travail, hein, elle fera le même métier, attention. Hein. Vous savez, ça doit pas être une référence. C'est un métier qui doit vous épanouir. Moi, ce métier, évidemment, il remplit pas forcément mon porte-monnaie. Je vais être honnête avec vous. On se fait pas de l'or en barre, hein. Mais en tout cas, il remplit mon cœur, ma tête et mon esprit. Et ça, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois ce métier-là à 57 ans. Je sais pas, vous avez 17 ans, 16 ans, 17 ans. Vous allez penser à l'argent rapidement, vous, quand vous allez... c'est à ça que vous pensez, vous, j'imagine. Est-ce que je vais bien gagner ma vie? Qu'est-ce que c'est bien gagner sa vie? Effectivement, c'est avoir un minimum pour vivre correctement, payer son loyer et puis pouvoir nourrir sa famille. Mais vous savez, c'est pas que ça. Vous préférez un métier que vous allez détester et gagner plein d'argent, ou un métier que vous allez adorer ou vous épanouir et gagner sûrement un peu moins? C'est à vous de voir. Ça, c'est votre choix à vous. Je suis honnête avec vous, hein, je vais pas vous dire on se fait des milliers d'euros. Hein. C'est pas vrai. Pas dans le social, en tout cas. Et ça, il faut vraiment que vous soyez conscient. C'est important, vous savez, de s'épanouir quand on travaille. Vraiment. Est-ce un métier facile ou bien fatigant? Alors, un métier facile, non. C'est pas un métier facile parce que vous êtes dans l'humain. Donc, vous êtes face à des gens qui vont avoir leur personnalité, leur caractère. Et surtout, c'est un métier intrusif. Vous rentrez dans l'intimité des gens. D'accord? Alors, pour ça, il y a plein de règles à respecter. Hein. Faut vous rappeler une seule chose, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez la personne. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est un métier qui va être compliqué. Parce que la personne en face, elle va voir arriver un étranger. Au départ, hein, je vous parle sur les premières semaines, hein, un étranger, une étrangère, enfin un homme, parce qu'on est 4 hommes, hein, nous dans notre association, il y a 4 hommes. C'est pas beaucoup, mais ça existe aussi, hein, des hommes qui font ce métier-là. Et donc la personne, elle va être méfiante. Donc vous allez devoir instaurer un climat de confiance entre la personne et vous. Et comment on instaure un climat de confiance d'après vous? Exactement. Vous allez commencer par communiquer. Ça n'est pas une personne âgée. Je vous parle de la personne âgée parce que c'est essentiellement mon public. Hein. C'est pas un meuble qu'on laisse dans un coin, dans la cuisine ou dans un fauteuil. Vraiment. Vous allez vous mettre à sa hauteur. Vous allez adopter une posture rassurante et vous allez commencer à communiquer et pourquoi pas vous présenter pour la rassurer. D'accord? Et ça, vraiment, c'est important. Vous savez, moi, j'ai eu cet exemple concret quand j'ai commencé dans ce boulot-là. Et on m'a mis chez un couple à domicile, 94 ans, et ils m'ont vu arriver et leur fille leur a donné la clé de l'appartement. Ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais. 95 ans, quand on donne la clé de son appartement, waouh, on est vachement attaché à ses affaires, à son intérieur. Arriver à un étranger, c'est très compliqué. Ce monsieur a dit à sa fille, tu vas tout de même pas laisser la clé à une étrangère. Vous voyez? Alors déjà, vous arrivez dans ce climat-là, c'est compliqué. Et pendant une semaine, c'était comme ça. On a une période d'essai. Et moi, au bout d'une semaine, je me suis dit, wow, ça va être compliqué, je pense que vraiment, ça va pas le faire. Et j'ai eu un déclic, mais je me suis dit, mais attends, mais ces gens-là ne te connaissent pas. Tu es une étrangère pour eux. Raconte ton chemin de vie, raconte ton histoire, raconte pourquoi tu arrives chez eux, raconte pourquoi tu es là. Voilà. C'est ce en quoi ça peut être compliqué. Mais ça peut être aussi avec des personnes où ça peut être très simple. Ils vont très facilement accepter parce que eux, ils seront dans l'acceptation de leur perte d'autonomie. Il y a ça aussi, vous voyez. Il faut aussi que eux soient dans l'acceptation pour que les choses soient simples. Et ça, c'est la relation de confiance qui va faire. Après, vous allez développer des valeurs qui vont faire que vous allez les mettre en confiance. Vous êtes empathique au départ. Vous savez ce que c'est, empathie? Hein? Vous allez être empathique, vous allez être bienveillant. Vraiment, ça c'est hyper important. Vous allez être rassurant. Et surtout, vous allez être son référent. Il va vous voir tous les jours, aux mêmes heures. Hein? Et vous allez faire pratiquement les mêmes tâches tous les jours. Mais vous allez l'accompagner. Et la perte d'autonomie qu'il y a au départ, votre but, c'est de faire en sorte qu'il garde cette autonomie qu'il a dès le départ et peut-être même qu'il arrive à mieux après, à la fin. Hop. Alors, est-ce que c'est un métier fatigant? Bah, écoutez, oui, c'est un métier fatigant, oui, parce que vous allez d'une maison à l'autre,
Vous êtes 1 heure avec personne, voire 2 heures, vous changez. Il faut vous réadapter à la personne suivante. C'est un métier où il faut savoir s'adapter. Il faut être flexible. Et du coup, faut vous remettre sur les roues à chaque fois. Et voilà, c'est ce en quoi il y a une fatigue. Il y a une fatigue morale, hein, forcément, psychologique. Hein. Il y a une fatigue physique parce que des fois, vous êtes face à des gens qu'il faut aider à lever. Alors, on a des techniques, on apprend. Je me suis formée pour ça aussi avec un ergothérapeute. Hein, qui nous a formés pour les techniques de déplacement, de transfert, voilà. Mais c'est ce en quoi je vous dis, formez-vous, parce que quand vous êtes formé, vous vous fatiguez moins aussi, hein, forcément. Je pense que tous les métiers ont une fatigue très particulière. Et celle-ci, elle existe, oui, il y a une fatigue. Quelles sont les valeurs nécessaires? Alors, les valeurs nécessaires, il y a des valeurs que vous avez dès le départ. De toute façon, tous, même si vous ignorez que vous les avez, croyez-moi. Quand on pratique, on se découvre aussi quand vous allez pratiquer. Alors, l'empathie. Vous savez ce que c'est l'empathie? Oui. Alors, c'est quoi d'après vous l'empathie? C'est comprendre la personne. Ouais, voilà. Alors, oui, ça peut faire comprendre, mais c'est surtout avoir cette capacité à se mettre à la place de cette personne. D'accord? Je vous dis pas de faire à sa place, c'est de se mettre à sa place. Comprendre pourquoi cette personne est douloureuse. Les personnes âgées sont souvent douloureuses, d'accord? Donc vous êtes là pour rassurer. C'est ça l'empathie, c'est cette capacité à pouvoir se mettre à la place. Ensuite, vous avez le respect et la dignité. Respecter cette personne. Respecter sa dignité. C'est quoi la dignité? C'est en fait exactement, c'est sa valeur, Il faut surtout pas l'infantiliser. C'est pas parce que c'est une personne âgée qu'il faut l'infantiliser. Au contraire, elle est adulte cette personne, elle a vécu cette personne et elle connaît beaucoup de choses cette personne. Ne l'infantilisez pas. Alors on peut risquer d'infantiliser les personnes âgées dans le discours. Je vais vous donner votre petit gâteau, on va aller à la petite place, on va faire vos petits repas. On respecte cette personne aussi dans son rythme. Voyez, dans son rythme, parce que forcément, elle va pas aller au même rythme que vous, hein, la personne qui a 95 ans, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment, vous ayez conscience qu'on a tous une valeur, hein, notre dignité, et vraiment ça, faut le conserver aussi, il faut le respecter. Ensuite, vous avez la patience, hein, forcément, hein, donc il faut accepter de répéter, parce que vous êtes face à des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs, c'est souvent le cas quand on a entre 95 et 99 ans, c'est souvent le cas. Voilà. Ensuite, vous avez l'écoute. Alors l'écoute, c'est pareil, cette personne va avoir le besoin de vous parler. Écoutez-la. Ne faites pas que l'entendre, écoutez-la. Vraiment. Elle a des choses hyper intéressantes à vous transmettre et à vous dire. Et puis, elle pourra vous dire des choses où il faudra lire entre les lignes aussi. Alors, il y a la bienveillance aussi. Vous savez ce que c'est que la bienveillance? Oui. Vous êtes bienveillante entre vous? C'est important, vraiment. Et c'est super important. Soyez-le toute votre vie bienveillant, parce que je vous assure que ça vous aidera à bien grandir et à bien vous construire. La bienveillance, c'est on ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens. Les personnes âgées, ne les jugez pas. Vous connaissez pas forcément votre histoire, vous savez pas pourquoi ni comment, vous ne connaissez pas, d'accord? Son histoire, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Si vous restez 15 ans avec une personne, vous allez bien la connaître. Son histoire, vous allez la connaître, mais ne la jugez pas. Voilà, ça c'est la bienveillance, c'est hyper important. Est-ce que vous voyez d'autres qualités, vous, qu'il faut avoir? Des qualités humaines qu'il faut avoir pour faire ce métier-là? La créativité. Alors, la créativité, pourquoi pas, pour organiser exactement, mais pourquoi pas. Effectivement, quand on travaille en structure, quand on intervient dans l'animation et qu'on fait de l'activité manuelle, par exemple, effectivement, ou même de l'activité physique, effectivement, il faut être créatif. Oui, ça peut. Pourquoi pas? Ça peut. Il y en a d'autres aussi, des qualités. Alors, le savoir-vivre, oui, aussi, exactement, il faut du savoir-vivre. Et donc, le savoir-vivre, qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre la discrétion. Il faut que vous soyez discrète. Alors, évidemment, quand vous commencez avec une personne, vous n'allez pas arriver, voilà, il faut que vous soyez discrète au départ, parce que il faut qu'on puisse instaurer, ça te fait rire, hein, une relation de confiance qui fait qu'après, la personne, elle participera à votre bonne humeur, à votre joie. Soyez heureux quand vous arrivez, soyez joyeux quand vous arrivez, vraiment. Faites pas la tronche, ça leur plaira pas. Ils n'aimeront pas, parce que c'est pas ça qu'ils ont envie de voir. Est-ce que votre métier sera encore important dans le futur? Alors, moi je le pense sincèrement, honnêtement, avec certitude presque. Est-ce que vous pensez qu'on peut remplacer l'intelligence artificielle par l'humain? Non. Et l'humain ne peut surtout pas être remplacé par l'intelligence artificielle non plus. Donc ce métier, qui est quand même
sous tension, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont motivés par ce métier, sauf qu'effectivement, on vit de plus en plus vieux. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vivre vieux ou mieux? Enfin, les deux. Et les deux, effectivement, vivre vieux et mieux. Et à partir du moment où on a compris ça, eh ben, croyez-moi, il y aura toujours du boulot dans ce métier-là. Pour la prochaine partie, un micro-trottoir a été réalisé sur les questions des qualités et des valeurs des métiers de la santé et du social. Pourriez-vous travailler dans un métier de la santé ou du social? Bah oui, car j'aime aider et accompagner les personnes. Si vous étiez malade, quelle qualité attendriez-vous de votre médecin? Qu'il nous soigne correctement, la patience, qu'il soit à l'écoute avec nous. À l'écoute, ouais. Ouais, à l'écoute aussi. Du coup, quelle qualité ou valeur faut-il avoir pour travailler dans un métier de la santé ou du social? Ne pas porter de jugement. Ouais. De l'empathie, du coup. Être à l'écoute et de la patience. Ouais, de la patience. Ouais. Quelle qualité ou valeur faut-il pour pouvoir travailler dans un métier de la santé ou du social? Le social, il faut l'empathie, il faut... Ouais, l'empathie. Déjà, c'est la valeur importante. Le respect aussi. L'empathie, le respect. Ouais. Pourriez-vous travailler dans un métier de la santé ou du social? Bien sûr. Pourquoi? Déjà, moi personnellement, c'est mon but en fait de travailler dans le secteur médico-social. Parce que en soi, moi j'ai cette valeur-là d'aider les autres, de mettre à la place des autres quand c'est difficile pour eux. Ouais, pour moi, c'est vraiment ma valeur. Parce que j'ai grandi dans ça, j'ai grandi en Afrique, du coup, ça fait que j'ai les valeurs de la solidarité, de tout ce qui est social et tout. Donc, ça fait que moi, c'est dans mes valeurs. Du coup, c'est mon but, en fait, premier. D'accord. Et si vous étiez malade, quelle qualité attendriez-vous de votre médecin? Mon médecin, c'est l'écoute. L'écoute, l'empathie. Ouais. Quelle qualité ou valeur faut-il avoir pour travailler dans la santé ou le social? Je pense que c'est être généreux, savoir se donner soi-même, puis savoir partager aussi. Pourriez-vous exercer un métier dans la santé et le social? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup se donner soi-même et donner à l'autre. Et je pense pas que je suis le meilleur dans ça. Avoir pour travailler dans la santé ou le social? De la patience, de l'écoute et de la rigueur. Donc déjà, quelle qualité ou valeur faut-il avoir pour travailler en santé sociale? De l'écoute, de la bienveillance, de la maturité et de l'organisation. Pourriez-vous exercer un métier en santé et sociale et pourquoi? Oui, car j'aime le contact à la personne. Si vous étiez malade, qu'attendez-vous comme qualité de votre soignant? De l'empathie, de la compréhension et de l'écoute. Pour conclure, ce podcast nous a permis de mieux comprendre les métiers du secteur social et de la santé, ainsi que leur rôle essentiel dans la société. Il nous a aidés à développer des compétences telles que l'écoute, le respect d'autrui et la capacité à analyser des situations humaines complexes. Nous avons également pris conscience de valeurs fondamentales de ces métiers, comme l'empathie, la solidarité et le sens des responsabilités. Ce travail nous a montré que ces professions ont un impact direct et important sur la vie des personnes, notamment les plus vulnérables. Il est donc essentiel de les considérer avec sérieux et respect en reconnaissant leur utilité et leur engagement au quotidien. Faire ce podcast nous a permis de travailler en groupe, d'apprendre à mieux nous exprimer et de partager nos idées. Nous espérons que ce podcast vous aura appris des choses et vous aura fait réfléchir. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Révèle ta voix, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.